ce matin, organisé par la Cité de la RSE et de l'Impact en partenariat avec Maxime, ici présent. Donc, je suis Hélène Denison, je suis consultante au Ecosympact. Pour ceux qui ne connaissent pas Oikos Impact, c'est un programme d'accompagnement des entreprises à la performance durable et à la performance globale. On travaille via une plateforme digitale qui regroupe un outil de diagnostic, une interface de gestion de projet, une bibliothèque de contenu, un annuaire de mise en relation avec des experts sur l'intégralité des champs de la RSE, parmi lesquels des personnes effectivement comme Maxime aujourd'hui, et un blog. Alors le blog, je vais tout de suite vous mettre le lien dans le chat de ce pas, puisque c'est sur ce blog que vous pourrez retrouver en replay ce webinaire une fois qu'il aura été monté. Vous retrouverez également toute notre programmation Ecosympact, parmi lesquelles des podcasts, des interviews, des émissions. On a aussi sur site à la Cité de la RSE et de l'Impact de Toulouse, quand l'actualité sanitaire nous le permet, des meet-up physiques qui sont suspendus pour le moment. Concernant les infos clés du webinaire d'aujourd'hui, le webinaire, il est donc, comme je le disais tout à l'heure, enregistré, sera disponible en replay sur le blog ou sur notre chaîne YouTube. Il va durer environ 1 heure, 45 minutes de présentation, puis 10 à 15 minutes de questions et d'interactions selon le nombre de questions que vous aurez. À tout moment, vous n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et on essaiera d'y répondre. Le sujet du jour, les risques numériques à l'heure du web et du télétravail. Pour nous éclairer sur ce sujet intéressant et tout à fait d'actualité, on accueille donc aujourd'hui Maxime, que je vais laisser se présenter de ce pas. Donc, Maxime Lecourt, je suis le fondateur d'Occitanie Numérique, une entreprise de formation et de conseil dans la transition digitale et la protection numérique. Donc, l'objectif de l'entreprise, c'est de vous aider à gagner du temps sur vos activités numériques pour vous concentrer sur votre vrai métier et sécuriser vos matériels. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter certains des risques numériques à l'heure du web et du télétravail. J'ai choisi 4 risques, si ça veut bien. Voilà, passer à la page suivante. Donc j'ai choisi 4 risques qui sont l'arnaque au président ou le faux ordre de virement international, la défiguration de site, le rançongiciel et le hameçonnage. Alors j'ai choisi ces 4 menaces en particulier parce qu'elles sont déjà relativement classiques, mais en plus, il ne faut pas de compétences techniques particulières pour se protéger face à ces menaces. Il faut surtout être attentif et en fait avoir été formé. Une fois qu'on sait ce que c'est et qu'on sait comment ça marche, il faut faire attention. Voilà, ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc je vais commencer par la première, l'arnaque au président. Donc c'est une cyberattaque où l'attaquant se fait passer pour un directeur ou un équivalent pour demander un virement sur un compte. Alors ça cible les entreprises qui ont des salariés, qui vont avoir en général un ou deux salariés ou plus dédiés à la comptabilité, qui donc font un certain nombre de virements pour l'entreprise. C'est donc, que dire? Les entreprises en redressement en faillite sont en général plus particulièrement ciblées parce que vous recevez un mail disant voilà, il faut mettre de l'argent sur ce compte de côté pour être sûr de pouvoir payer les salaires ou les primes de licenciement. Et donc la personne un peu en stress parce que la situation, l'entreprise est en faillite ou en redressement, la personne fait le virement, sauf que ça a été fait par un pirate qui s'est fait passer pour le directeur de l'entreprise, un des directeurs ou quoi que ce soit. Donc j'ai l'exemple local d'une entreprise de promotion immobilière où une des comptables a reçu un mail d'un des associés qui lui dit j'ai besoin que tu fasses un virement de tant de K euros, j'avoue que j'ai plus la somme, sur ce compte et tu n'en parles absolument pas à ton chef. Elle a beaucoup hésité pendant 2-3 jours, puis en a parlé à son chef. C'était un faux. Donc le directeur en question était en vacances, c'était pas lui. Son mail avait été hacké, donc c'était une tentative d'arnaque. Donc comment se protéger de ces tentatives? C'est facile. À chaque fois qu'on vous demande un virement sur un nouveau compte, il faut contacter la personne par un autre moyen.
Bah, ça peut être le téléphone, vous passez la voir dans son bureau. À chaque fois qu'on doit rajouter un compte ou faire un virement, ailleurs, sur un compte inhabituel, il faut, faire confirmer. Voilà, c'est pas très compliqué à mettre en place, ça reste du bon sens à partir du moment où on sait comment ça fonctionne. Voilà. Vous avez la version privée qui existe aussi en dehors de l'entreprise, c'est quand vous recevez un mail, d'une connaissance qui vous dit: «Je suis coincé, en Grèce, je suis coincé à tel endroit, j'ai besoin que tu me fasses un virement parce que ma carte marche plus». Pareil, il faut poser des questions, il faut poser une question pour, s'assurer que la personne est bien la personne voulue. Moi, je prends l'exemple de mon grand-père qui faisait de l'entomologie, donc l'étude des insectes. Il a reçu un mail du président de son association d'entomologie qui lui dit: «J'ai un problème, j'ai besoin que tu me vires de l'argent». Il discute un peu, ça avait l'air d'être lui, et à la fin, il pose une question. En fait, il lui dit: quelle est ma spécialité?» Mon grand-père, sa spécialité, c'était une famille de coléoptères particulière qui est de Guyane. C'est quelque chose que soit vous savez, soit c'était la bonne personne et elle savait, soit vous savez pas. Je veux dire, c'est mon grand-père, mais moi, je ne connais pas le nom de cette famille de coléoptères qui est en Guyane. Voilà, donc toujours quand on vous demande un virement et que c'est vers un compte et que ça a l'air, vous avez un doute que c'est un nouveau compte, toujours demander une information pour confirmer, quelle est la personne. Voilà. Donc le faux ordre de virement, c'est à peu près la même chose. C'est une cyberattaque qui imite une demande de virement ou une demande de changement de RIB venant d'une source autorisée. C'est-à-dire que vous avez un fournisseur chez qui vous faites vos achats et vous recevez un mail de ce fournisseur qui vous dit: «J'ai changé de RIB». Donc vous vous méfiez pas, vous changez le RIB, puis la prochaine fois où vous avez à le payer, vous payez et un mois plus tard, il vous rappelle, il vous dit: «J'ai pas été payé». Donc c'est, bah, pareil, c'est une arnaque relativement classique, et même situation que précédemment, même solution. Quand on fait un changement d'information bancaire, on vérifie, donc on appelle la personne, on va la voir, mais en gros, on pose éventuellement une question, mais ça c'est plus pour, pose une question à laquelle seule cette personne aurait la réponse, mais ça c'est plus pour l'ordre privé. Voilà, donc toujours, toujours, toujours vérifier. Heu, Également, vous pouvez avoir des demandes, des mails qui se font passer pour, le fisc, l'URSSAF, qui vont vous demander des informations sur vos clients. Là, pareil, il faut vérifier parce que dans ce cas-là, c'est pas vous qui allez être visés, c'est vos clients. C'est-à-dire qu'un pirate va chercher à récupérer des informations sur vos clients et ensuite il va contacter donc quelqu'un d'autre en se faisant passer pour ce client, ou alors il va attaquer le client et il va attaquer ce client en question. Donc pareil, quand on vous demande, des informations sur vos clients, en vous disant: «Si vous répondez pas, il peut y avoir des problèmes, vous pouvez avoir, des poursuites judiciaires ou autres», il faut toujours se méfier. Si par exemple c'est l'URSSAF, vous appelez l'URSSAF. Si c'est l'URSSAF vous recevez un mail, vous pensez que c'est l'URSSAF, on vous demande des informations sur vos clients, bah, vous appelez l'URSSAF pour confirmer que c'est bien eux. Vous passez par un autre canal. Voilà. Donc, en conclusion, que ce soit donc le faux ordre de virement ou l'arnaque au président, qui sont techniquement la même chose, on ne change jamais un RIB et on ne fait jamais un virement sur un nouveau compte sans confirmation. Même si la personne vous dit qu'il y a urgence, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Il faut vérifier, il faut toujours vérifier que, vous avez la bonne personne au bout, que le virement est bien prévu. Voilà. Donc on va passer à la défiguration de site. Donc la défiguration de site, c'est une altération de votre site partielle ou totale non autorisée. On a eu une campagne, récemment donc qui a ciblé tout un tas de petites entreprises françaises. Donc leur site, était, changé en message, anti-Macron. C'est gênant parce que premièrement, un client qui arrive sur votre site, bah, il voit pas votre offre. Voilà, il voit pas votre offre, il voit, un message politique. Il peut voir une demande de rançon aussi, et de fait, bah, vous perdez potentiellement un client, vous êtes moins visible. C'est relativement, c'est relativement gênant. C'est pas voilà.
en particulier si vous recevez une demande de rançon. Alors, donc, là, la solution, elle est simple, il faut mettre à jour vos sites Internet. Il faut toujours maintenir tout à jour, parce que des failles sont corrigées en permanence, et il faut donc maintenir à jour vos sites Internet. Tout comme vous devez maintenir à jour vos ordinateurs. Une autre attaque proche de la défiguration, c'est l'aspiration de site. C'est-à-dire que vous avez votre site en .fr, quelqu'un crée une copie en .tk ou en je sais pas, ou en .com, et il va le modifier. L'intérêt va être peut-être de récupérer les données de vos clients ou tout simplement de vous nuire. C'est arrivé à un site il y a quelques années, quelqu'un avait copié leur site et mis des vidéos porno sur la copie. Et bien entendu, ils avaient fait tout le travail nécessaire de SEO, donc le site pirate était plus facilement visible que le site original. Et ils demandaient de l'argent pour supprimer le site. Là, il n'y a pas vraiment de moyen de se protéger, malheureusement. Voilà. Donc, je passe au rançongiciel. Alors ça, c'est WannaCry, c'est une capture d'écran de WannaCry qui avait attaqué tout un tas d'ordinateurs il y a 2 ans, en 2018. Donc au bout d'un an, ils se sont rendus compte qu'à peu près 400 000 ordinateurs avaient été ciblés. Donc il y avait dans le tas des usines de chez Renault, des usines de production de chez Renault qui ont dû être arrêtées pendant plusieurs semaines. Il y a eu l'hôpital du Royaume-Uni qui a été touché aussi. Et donc bilan, au bout d'un an, plus de 400 000 ordinateurs touchés. Alors en termes de rançon, les pirates ont reçu qu'entre 50 et 100 000 euros, ce qui n'est pas énorme quand on se rend compte que derrière, le coût économique, si on fait la somme du coût pour toutes les victimes, ça se comptait en centaines de millions de dollars et potentiellement même en milliards. Voilà, donc plusieurs milliards de coûts, plusieurs centaines de millions, voire milliards de coûts pour l'économie, pour une rançon de 50 000 à 100 000 euros. Et ce qu'on a découvert assez rapidement, c'est qu'il y avait un moyen de se protéger contre WannaCry. Il suffisait de mettre à jour son ordinateur, vu que il y avait un patch pour corriger ça qui avait été sorti 2 mois avant l'attaque. C'est pour ça que je vous disais juste avant, mettez vos ordinateurs à jour, maintenez vos ordinateurs à jour, parce que là, on avait la solution 2 mois avant l'attaque, et pourtant 400 000 ordinateurs touchés. Voilà. Donc oui, une chose à noter, quand vous êtes attaqué par un rançongiciel, il ne faut pas payer. Le pirate, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir votre argent, pas de vous donner une clé pour derrière que vous récupériez vos données. Une fois qu'il a votre argent, il n'a aucun intérêt à vous donner une clé, il n'en a pas besoin, il a déjà votre argent. Donc ce qu'il faut faire, c'est que quand vous êtes touché par un rançongiciel, vous éteignez votre box, vous n'éteignez pas l'ordinateur, et vous attendez, en laissant l'ordinateur allumé, que quelqu'un trouve une solution. Voilà, que quelqu'un trouve une solution, la poste en ligne, que vous puissiez vous la consulter avec un autre ordinateur, votre téléphone, autre chose, et puis vous suivez les étapes pour corriger, ou vous faites appel à votre réparateur pour qu'il s'occupe de nettoyer ça. Voilà. Il est recommandé de ne pas éteindre l'ordinateur parce que certaines des informations nécessaires pour supprimer le virus et récupérer vos données peuvent être en mémoire et peuvent être perdues si vous éteignez. Voilà. Donc le hameçonnage, c'est le mail classique du millionnaire africain qui vous propose 1 500 000 euros ou 15 millions si vous l'aidez à faire passer 30 millions d'euros sur un compte quelque part. Voilà, donc vous en avez d'autres qui sont un peu plus recherchés. Par exemple, ce mail que j'avais reçu, donc c'était un mail en allocationfamiliale.com qui me proposait un remboursement. Alors, quand on regarde, il y a énormément de choses qui permettent de voir que ce mail était une arnaque. Déjà, c'était un mail en allocationfamiliale.com.
Les mails de la CAF, bah déjà, ça ne peut pas être du .com, c'est un service de l'État français, donc c'est du .fr. Et si vous avez déjà eu affaire à la CAF, c'est pas allocation-familiale.com, leur mail, c'est caf.fr pour les mails. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point qu'on voit, donc il nous dit, il y a un petit bout en anglais. Donc, we are running a survey and would love your input. Please let us know what you think below. Déjà, pour un mail, pour une administration française qui vous envoie un mail en français, c'est très louche. Voilà, c'est louche. Ensuite, le questionnaire, c'était censé être sur SurveyMonkey, qui est un site en anglais. Et donc, pareil, il y a énormément de points là qui permettent de voir que ce mail n'était pas un mail officiel. Donc il faut faire attention, en fait, quand vous recevez ce genre de mail, il faut regarder si le mail a l'air logique, et si le mail a l'air sûr. Donc vous regardez l'adresse mail qu'il envoie. Alors je ne sais plus si j'ai un autre exemple après, non, je n'ai pas mis un autre exemple, mais vous avez des adresses mail qui vont vous expliquer « je suis Facebook », et puis quand vous regardez l'adresse mail, il n'y a pas marqué Facebook, il y a marqué autre chose, il va y avoir marqué xykj.tk, xykj noreply.com, mais en gros, le nom de domaine, le nom de la personne qui vous envoie le mail, c'est pas Facebook. Donc déjà, si vous voyez ça, le mail n'est pas sûr. De manière générale, si on vous propose de l'argent dans un mail, il faut vous dire que c'est louche. Même si c'est un de vos fournisseurs, même si c'est un de vos clients, il faut se méfier, il faut toujours vérifier. Quand on vous propose de l'argent, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Hop. Donc le harponnage, c'est la même méthode, mais c'est ciblé. Donc là, je vous ai parlé de mails envoyés. Le mail donc, que je vous ai présenté juste au-dessus, c'est un mail qui est envoyé à des milliers d'adresses, à des millions d'adresses, et ils espèrent qu'il y ait quelques personnes qui vont cliquer, qui vont donner leurs informations. Le harponnage, c'est ciblé. On va utiliser des informations personnelles pour se faire passer pour votre interlocuteur. C'est la méthode dont je vous ai parlé plus tôt, quand je vous ai parlé de mon grand-père qui a reçu un mail de son directeur d'association d'entomologie. La personne s'est fait passer pour quelqu'un qu'il connaît, et voilà. En anglais, ça s'appelle le spear phishing. Récemment, vous avez une campagne qui a ciblé des avocats à Paris, au Canada. Alors à Toulouse, il ne me semble pas. La méthode a été... le procureur de Paris a été victime. Donc la méthode qu'ils ont utilisée, c'est qu'ils ont réussi à accéder à certains des comptes, et puis ils ont répondu à des vieux mails pour demander des informations supplémentaires sur des affaires en cours. Donc, puis ils supprimaient les réponses, ils suivaient les réponses et ils supprimaient de manière à ce que les gens dont les mails avaient été piratés ne s'en rendent pas compte. Donc petit à petit, ils récupèrent des informations sur l'interlocuteur, et à terme, ils réussissent à récupérer suffisamment d'informations pour trouver les mots de passe des gens. Voilà. Donc, on est sur le même problème qu'avant. Il faut donc toujours trouver un moyen de confirmer que la personne est la bonne, que la personne avec qui vous discutez est la bonne avant d'envoyer des informations personnelles. Voilà. Donc, je vais conclure en parlant donc d'autres que je n'ai pas pu aborder là. Donc il y a le typosquattage. Le typosquattage, c'est on vous prend votre nom de domaine. Donc moi j'ai un site www.occitanienumérique.fr, donc j'ai acheté le nom occitanienumérique.fr pour que personne d'autre puisse l'utiliser. J'en serai propriétaire jusqu'au mois de mai, il me semble, l'an prochain. Et à partir de là, il faut que je repaye, je crois que c'est 20 ou 30 € grand maximum pour garder le nom pendant 1 an. Le typosquattage, c'est quelqu'un qui regarde, il voit que le nom de domaine est au mois de mai, j'oublie de racheter. Voilà. En fait, le typosquattage, c'est au mois de mai, j'oublie de racheter le nom de domaine. Donc il y a quelqu'un d'autre qui l'achète, ça lui coûte 20-30 €. Puis après, il me recontacte, il me dit, voilà, j'ai le nom de domaine pour votre entreprise. Si vous voulez le récupérer, vous me payez 1 000 €. Voilà, donc moi, ça me coûtait, si je ne le paye pas, il garde le nom de domaine, et moi,
Il faut que j'achète un nouveau nom de domaine, que je change le nom de mon site, que je change mes cartes de visite, que je change ma signature. Les gens qui avaient peut-être mon site dans leurs favoris, bah, s'ils y vont, bah, c'est plus moi. Bref, là-dessus, il faut donc tout simplement faire attention, s'assurer que vous rachetez votre nom de domaine régulièrement. Il n'y a pas de protection particulière, malheureusement, qu'on puisse mettre en place. Alors, l'exploitation de vulnérabilité, c'est un autre risque, c'est des bugs. C'est des bugs comme WannaCry, il y a un bug qui n'avait pas été vu, donc un pirate s'en sert pour rentrer dans votre site internet, dans votre ordinateur. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire, malheureusement, autre que mettre à jour votre ordinateur, votre site internet, voilà, rien faire. Alors, l'exploitation de vulnérabilité peut être utilisée par les pirates pour rajouter un virus sur votre site ou rajouter un mineur de crypto-monnaie. Donc le mineur de crypto-monnaie, c'est pas compliqué. À chaque fois que quelqu'un se connecte sur votre... Donc un pirate va exploiter une vulnérabilité pour installer un mineur de crypto-monnaie sur votre site. À chaque fois que quelqu'un va se connecter sur votre site, le mineur de crypto-monnaie va tourner et ça lui permet de gagner de l'argent sans rien faire. Voilà. Le mineur de crypto-monnaie fait potentiellement de mal à personne, mais voilà, c'est quelqu'un qui s'est infiltré sur votre site et qui en profite pour faire de l'argent sur votre dos. L'aspiration et copie de site web, c'est ce dont j'avais parlé tout à l'heure. Donc, quand quelqu'un recopie tout votre site, change un petit peu le nom et puis va soit essayer de se faire passer pour vous pour récupérer les informations de vos clients, soit mettre des vidéos porno sur le site ou n'importe quoi et vous demander une rançon pour supprimer ce site. Voilà. Donc, à la base, souvent de tous ces risques, il y a la compromission des mots de passe, c'est-à-dire que vous utilisez le même mot de passe pour votre forum du club de pêche ou du club de backgammon. C'est pas sécurisé. Un pirate réussit à rentrer, à récupérer les mots de passe et pas de bol, c'est le mot de passe que vous utilisiez pour votre compte sur la Cité de l'air, que vous utilisiez pour votre mail, que vous utilisez pour votre Facebook, que vous utilisez pour le compte bancaire de votre entreprise. Et donc, une fois qu'il a récupéré le mot de passe, le pirate, il peut se faire passer pour vous, il peut vider vos comptes, etc. Voilà. Donc, il y a pas mal d'autres risques. Je ne peux pas tout voir, malheureusement, maintenant. Par contre, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que globalement, il faut toujours faire attention. Quand vous recevez un mail ou un contact par Internet, vous n'êtes jamais très sûr que la personne que vous ayez en face soit la bonne. Donc, il faut toujours se méfier. Il faut maintenir votre matériel à jour. Ça vous permet de mieux vous protéger parce que au-delà des failles humaines, il y a la faille technique. Voilà. Donc, alors, si vous avez des questions, j'ai remis les 4 thèmes qu'on a abordés. Et je vais mettre la conversation à ce que ce soit visible. Voilà. Alors, n'hésitez pas, c'est le moment de poser vos questions. Moi, j'avais une première question. Quand on est chef d'entreprise et que du coup, là, on a énormément de salariés qui sont en télétravail, qu'est-ce que moi, en tant que chef d'entreprise, je peux conseiller à mes salariés pour faire en sorte que ils évitent effectivement les plus grandes familles de risques? Qu'est-ce que rapidement ils peuvent mettre en place pour éviter le plus de risques possible sans avoir trop de manipulation à faire? Parce que on l'a vu avec le confinement, il y a plein de gens qui sont partis en télétravail sans que ce soit tellement anticipé, sans qu'ils aient nécessairement tout ce qu'il faut sur l'ordinateur. Donc, comment, de façon simple et voilà et assez concise, ils peuvent essayer de se prémunir contre, on va dire, les grandes familles de risques principales? Alors là-dessus, il y a 2 choses. Il y a ce que peut faire l'entreprise, c'est-à-dire configurer les ordinateurs. Alors, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. C'est configurer les ordinateurs pour que les salariés puissent accéder déjà uniquement aux informations auxquelles ils ont besoin et pas aux autres. Comme ça, s'il y a un problème, un pirate n'a pas accès à tout. Si un pirate prend le contrôle de leur compte, il n'aura pas accès à tout. Il ne peut pas tout casser.
Euh, si vous travaillez sur l'ordinateur que vous avez à la maison, que vous partagez avec vos enfants, bah, votre enfant qui a besoin de faire de la place sur le disque dur, il ne va pas supprimer tous vos dossiers du boulot parce qu'il n'y a pas accès. Donc il y a un certain nombre de choses qui peuvent être préparées de ce côté-là, mais ça se prépare avant. Il faut donc séparer le plus possible l'utilisation professionnelle et l'utilisation privée du matériel. Donc il faut que l'entreprise s'assure que les ordinateurs soient protégés, c'est-à-dire un antivirus. On peut limiter aussi les ordinateurs qui peuvent se connecter à votre réseau d'entreprise. Mais en dehors de ça, au niveau des salariés, la seule chose qu'on puisse leur dire, c'est faites attention. Faites attention, doutez de la personne que vous avez en face. N'utilisez pas votre ordinateur pour votre connexion de travail pour des utilisations qui ne sont pas celles du travail. Donc vous n'allez pas sur les sites porno avec votre ordinateur de travail ou avec votre connexion de travail. Vous n'allez pas faire vos courses sur des sites en ligne avec votre ordinateur de travail, votre connexion de travail. Voilà, en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. En fait, en termes de technologie, on a tout un tas de solutions qui existent, qui fonctionnent très bien. Et une fois qu'elles sont mises en place, au final, et ça ne demande rien au niveau de l'utilisateur, une fois que tout ça s'est mis en place, la seule chose qu'il faut faire, c'est faire attention. Et voilà, c'est pour ça que je me suis limité aujourd'hui à des menaces. Il faut faire attention, principalement, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui puisse être fait. Alors, on a Oui, Thierry, du coup. Je ne sais pas si Maxime, vous avez vu le commentaire ouais, de Thierry. je le vois. Je sais pas si on voit. En fait, j'ai affiché les discussions. Je sais pas si vous les voyez, vu que j'affiche mon Non, écran. on voit Non? encore les autres risques. Parfait. Bah, oui, il faut privilégier des connexions en VPN. Ça, oui, effectivement, sauf que c'est ce que je dis juste avant, c'est que si la personne qui est connectée en VPN utilise sa connexion VPN pour aller sur des sites porno ou pour faire des achats sur des sites louches, bah derrière, ça sert à rien d'utiliser un VPN. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des personnes qui peut-être pourraient nous raconter des choses qui leur sont arrivées, comment ils ont, voilà, peut-être un cas d'école ou quelque chose comme ça? Ah oui, il y a un cas que je voulais mentionner. Ouais. C'est donc je vais revenir en arrière. C'est vrai que j'ai oublié de parler de ce cas parce il est pas mal. Le faux ordre de virement. Donc vous avez un promoteur immobilier dans la région toulousaine qui a reçu un mail d'un de ses fournisseurs lui disant notre RIB a changé. Ils ont changé le RIB, ils ont fait leur virement, puis plus tard ils ont fait le virement qu'ils avaient à faire. Il y en avait pour 300 000 euros, sauf que le changement de RIB ne venait pas Pas le bon. du fournisseur en question, ça venait de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, quand vous recevez une demande de virement ou une demande de changement de RIB, il faut toujours confirmer que c'est bien que c'est bien la bonne personne que vous avez en face. Donc la solution qu'ils ont mise en place, c'est que maintenant, tous les changements de RIB, ils les envoient en lettre recommandée avec accusé de réception. Tout changement de RIB qui ne vient pas d'une lettre recommandée avec accusé de réception doit être ignoré. D'accord. Et ils ont prévenu donc les différentes personnes avec qui ils avaient affaire. C'est un peu lourd. Moi, je pense que confirmer par téléphone que vous avez la bonne personne suffirait, mais c'est une solution qui est envisageable. Ça laisse au moins tout est tracé. Vous avez une trace, si vous avez fait la demande de changement de RIB, on a un accusé de réception qui le prouve. C'est pas une mauvaise solution en soi. Voilà. Ok. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Après, si vous avez des questions sur d'autres domaines liés à la protection donc, de votre matériel, de vos données, ou liés à l'ergonomie, donc comment gagner du temps, n'hésitez pas. Je suis là et normalement, c'est mes domaines.
Pas de questions. Pas de questions, pas de questions. Vous avez été trop clair. On va dire ça. Donc, je vous enverrai donc d'ici la fin de la journée un document pour résumer rapidement quelles sont sur les menaces. La double authentification proposée par les sites pour sécuriser les achats est-elle efficace? Alors oui, aujourd'hui c'est considéré comme étant la meilleure des solutions. Alors déjà, je vais peut-être expliquer pour les autres ce que c'est. Donc quand on s'authentifie sur Internet, il y a trois méthodes. Il y a la première, c'est ce que je sais, ce que je suis ou ce que je possède. Donc ce que je sais, en général, c'est un mot de passe. Ce que je suis, c'est l'identification biométrique, donc c'est vos empreintes digitales ou l'authentification via l'œil. Ouais, reconnaissance faciale. Voilà, la reconnaissance faciale. On pourrait rajouter la reconnaissance via l'ADN qui est utilisée par la police. Et ensuite, il y a une troisième méthode qui est ce que je possède. En général, c'est une clé USB. Vous branchez la clé USB et à chaque fois que vous voulez vous connecter quelque part, il y a un bouton sur la clé USB, vous appuyez dessus et ça vous connecte. La double authentification, ça permet, c'est un moyen de se connecter en utilisant deux de ces trois méthodes. Donc, alors, attendez, est-ce que je peux écrire? Donc, il y a mot de passe. Donc, je vais faire rapidement mot de passe. Biométrique et clé USB de connexion. Donc, la double authentification, ça consiste à utiliser deux de ces méthodes. Parce que si par hasard quelqu'un il a votre mot de passe, il arrive à récupérer votre mot de passe, il n'aura peut-être pas votre clé USB de connexion, ou alors il n'aura pas votre empreinte digitale ou votre visage, donc il ne pourra pas se connecter. Ou alors vous pouvez utiliser une clé USB de connexion et votre empreinte digitale. En gros, vous utilisez deux des trois méthodes, parce qu'il y a assez peu de chances, parce que si un pirate peut réussir à copier une des méthodes, il aura beaucoup de mal à en copier deux différentes. Donc aujourd'hui, c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace. Donc dans les sites internet aujourd'hui, quand ils parlent de double authentification, en général, ils envoient un message avec un code unique sur votre téléphone. C'est pas mal parce que ça combine ce que je possède, un téléphone, et ce que je sais, c'est-à-dire le mot de passe que vous avez utilisé pour vous connecter sur le site. C'est un standard, c'est un peu compliqué souvent à mettre en place pour beaucoup de gens, mais c'est une bonne solution. Le VPN proposé gratuitement par Google est-il sûr? Je ne l'ai pas étudié en détail. Je ne saurais pas vous dire s'il est sûr. Après, de mon expérience des outils Google, c'est probablement pas le meilleur du marché. Par contre, il a l'avantage d'être très probablement facile d'utilisation. Voilà, en termes de VPN, moi, quand j'ai besoin d'un VPN, j'utilise Proton VPN parce que c'est relativement sûr. Mais après, il faudrait faire une étude plus approfondie des VPN proposés. Voilà. Google, en général, le problème de Google, c'est que toutes vos données passent par les serveurs de Google, qu'elles sont scannées à des fins de publicité et que, en théorie, elles peuvent être visibles par l'État américain. Alors en pratique, on va être honnête, si vous êtes un petit commerçant local, une petite entreprise locale, vous en foutez un peu parce que il n'y a aucune raison pour que pour que l'État américain en particulier cherche à savoir avec qui vous faites du business. Voilà. Donc en soi, vous pouvez vous dire que c'est suffisant. Mais c'est pas forcément Enfin, ça dépend de votre utilisation, mais pour une entreprise, j'ai envie de dire, normale, qui n'a pas un besoin de sécurité exceptionnel, le VPN proposé par Google devrait être suffisant. Mais il n'est pas exceptionnel, à mon avis. Il faudrait vérifier.
En fait, oui, c'est un peu j'ai envie de dire le problème Google, c'est qu'en général, leur matériel, ce qu'ils proposent, en général, c'est pas le meilleur du marché, mais ça fonctionne bien et c'est facile d'utilisation. C'est pour ça que moi, personnellement, si je dois faire un meeting, bah, je préfère utiliser Google Meet plutôt que Zoom, parce que Google Meet, je vous envoie un lien, vous n'avez rien à installer, vous cliquez sur le lien et puis ça marche tout seul. Pour moi, c'est une solution qui est peut-être pas la meilleure en termes de sécurité, qui va peut-être avoir proposé certaines choses en moins que des concurrents, mais elle a un avantage qui est la simplicité pour les gens que j'invite à un meeting. Voilà. Alors, les coffres-forts numériques en termes de sécurité. Oui, alors les coffres-forts numériques, c'est un coffre-fort dans lequel vous stockez vos documents, vos mots de passe. Moi, j'en utilise deux. J'utilise LastPass, j'utilise Cozy Cloud qui est français. Je suis en train d'en regarder, je vais peut-être passer sur d'autres. En France, vous avez Logself qui est certifié par l'ANSSI. Et vous avez, il me manque le dernier, KeePass, qui est un logiciel libre. Donc un coffre-fort numérique, en fait, c'est un logiciel dans lequel vous enregistrez tous vos mots de passe et toutes vos données. Alors, ils ont l'avantage en général de proposer, de générer des mots de passe uniques pour chacun de vos sites. Donc moi, dans le mien, il y a 150 ou 170 mots de passe différents et il n'y a pas deux fois le même mot de passe. C'est tous des mots de passe uniques qui ressemblent à rien. Très honnêtement, c'est des suites de chiffres, de lettres, de caractères. Et de fait, si un des sites sur lesquels je vais est hacké et qu'on peut récupérer mon mot de passe sur ce site, bah, le pirate ne pourra rien en faire. Effectivement, il pourra utiliser mes données qui sont sur ce site, mais il ne pourra pas se connecter à mon Facebook, il ne pourra pas se connecter à mon Google, il ne pourra pas se connecter à mon compte bancaire. Voilà. Alors, il y a plusieurs types de coffres-forts numériques. Il y a celui qui est proposé par Google, qui est intégré à Chrome, mais bah, par exemple, il est facile d'utilisation parce qu'il est déjà intégré à votre navigateur. Mais personnellement, moi, je ne l'utilise pas. Je le trouve au final pas bien parce qu'il ne permet pas de générer un mot de passe, déjà. Et ensuite, bah, en fait, le fait qu'il ne permette pas de générer un mot de passe, en soi, c'est suffisant parce que pour ne pas l'utiliser, parce que vous allez vous devoir créer un mot de passe différent par site et vous n'allez pas le faire. Voilà, moi, je regarde quelqu'un que j'avais prospecté qui m'a dit, j'utilise le gestionnaire Google pour mes mots de passe, j'ai 3 ou 4 mots de passe différents pour tous mes sites, et c'est carrément insuffisant. Carrément insuffisant parce que, en plus, ces 3-4 mots de passe risquent de se ressembler. Et voilà, c'est Password. Alors, OnePassword est très bien. OnePassword, il est très bien parce que l'entreprise OnePassword n'a pas accès à vos mots de passe. C'est-à-dire qu'ils ne gardent vos mots de passe qu'en version chiffrée. Ils sont incapables eux-mêmes de lire vos mots de passe et de les connaître. Alors, le problème, c'est qu'il est payant. C'est le seul problème. Mais en gros, et le deuxième problème, c'est que si vous travaillez seul et que vous perdez votre mot de passe, pour vous connecter à OnePassword, vous perdez tous les mots de passe derrière parce que l'entreprise sera incapable de les récupérer. Alors, pour pallier à ça, ils ont prévu des méthodes de récupération qu'il faut mettre en place à l'avance, par exemple via votre téléphone, via votre mail. Mais voilà, sur le principe, OnePassword est très bien parce que bah, l'entreprise n'a pas vos mots de passe. Donc même si un jour ils se font hacker et qu'un pirate réussit à récupérer leurs données, il n'aura pas vos mots de passe. Enfin, il aura vos mots de passe qui sont chiffrés avec le mot de passe OnePassword que vous avez défini. Et donc s'ils ne l'ont pas, ils ne peuvent rien faire. Il leur faudra normalement quelques siècles pour réussir à craquer votre mot de passe, si vous avez choisi un bon mot de passe. Donc d'ici là, qu'ils aient craqué votre mot de passe, ça ne vous intéresse plus. Voilà, vous serez mort. Mais OnePassword, oui, c'est une bonne solution.
Alors, un des avantages que OnePassword a, qu'on trouve dans la plupart des coffres-forts numériques, c'est qu'il permet de gérer des mots de passe par équipe. Alors on peut aussi le faire en famille, par exemple, vous partagez le mot de passe Netflix, avec, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants et le jour où vous le changez, en fait, ça le change pour tout le monde. Et l'avantage, c'est qu'en entreprise, donc vous créez un mot de passe, pour une session, pour, toutes les personnes de votre équipe. Le jour où vous le changez pour tout le monde. Le jour où quelqu'un quitte votre équipe, vous lui supprimez le droit d'utiliser ce mot de passe et vous changez le mot de passe éventuellement et ça change le mot de passe pour tout le monde. Vous avez supprimé la personne, qui n'est plus dans l'équipe, ce qui est quand même beaucoup plus simple que, de vérifier qu'il a bien supprimé le mot de passe, lui, de son côté, dans son coffre-fort ou qu'il s'en sert plus. Vous vouliez revoir cette vidéo ou en découvrir d'autres, je vous ai mis tout à l'heure le lien vers le blog, donc n'hésitez pas pour regarder aussi les prochaines programmations qu'on peut avoir et voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Merci beaucoup Maxime en tout cas. Et puis je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. Si toutefois vous aviez des questions, que vous ne receviez pas le mail de Maxime, etc., n'hésitez pas également à me contacter, hein. Vous avez avec l'adresse du blog la possibilité de retrouver les adresses mail de toute l'équipe de la Cité de la RSE et on ne manquera pas de revenir vers vous.